puisque c'est la mode du grand débat, on va faire un débat non encadré, comme avait prévu Macron. Le micro passe, si vous avez des commentaires, pas trop longs s'il vous plaît, pour permettre à d'autres personnes d'intervenir. Donc des questions, des commentaires. Alors, Franck, alors, au fond. Bonsoir. Si vous pouvez vous présenter. Oui, merci. Bonsoir, Xavier Ferry. Donc, merci à toutes les interventions. Moi, j'aurais une question pour Charles Gave, qui va reboucler avec un peu tout ce qu'on a évoqué. Ça va lui rappeler des souvenirs aussi, et à moi. J'imagine qu'il a lu Guy Sormand en 1983, La Révolution conservatrice américaine, et qui mettait en avant l'ancrage effectivement religieux du renouveau de la liberté américaine. J'imagine aussi qu'il a lu du même Guy Sormand le Nouveau Voyage en Amérique, où il a refait le voyage de Tocqueville, dans lequel le même Guy Sormand était passé de conservateur libéral pour l'économie de marché et une morale privée collective traditionnelle à libéral libertaire à tout craint. Est-ce que on n'est pas sur du sable encore? Est-ce que comment dire, on a entendu parler de vivre ensemble, du fait d'appliquer la loi, etc. Est-ce que les présupposés sur lesquels vous vous êtes basés ce soir sont capables de supporter les avancées de Macron? Est-ce que Macron n'est pas tout simplement juste en avant de vous et que vous êtes un peu en retard? Je dis vous, les quatre. Mais... Oui, vous inquiétez pas, moi j'ai un mal de chien parce que dans tous ces domaines-là, je suis immobile. Alors, j'étais en avance il y a 40 ans, si je vis encore 40 ans, ce dont je doute, je serai en retard. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez compris à peu près quels étaient les principes qui devaient régir votre vie, ils ne sont pas circonstanciels. Il reste, ils sont immuables. Et ce qui m'amène à la question qui a été évoquée ici, qui me semble extrêmement importante, c'est que ce mouvement d'une espèce d'élite, dont on peut dire que est apatride, ou je ne sais pas comment on l'appelle, appelons-les les hommes de Davos, vous savez, est un phénomène mondial. Et qu'ils ont pris le pouvoir au niveau mondial, si vous voulez. Ces gens-là, c'est eux qui nous gouvernent. Et dans la mythologie polynésienne, vous avez deux sortes de gens, disent les Polynésiens. Vous avez les hommes des arbres, qui sont là et qui sont contents de bouffer la noix de coco qui tombe. Et puis les hommes des bateaux, ils coupent là, ils font un bateau, ils vont voir s'il est de la côté et pas mieux. C'est deux conceptions de l'homme. Et pour qu'une société soit équilibrée, il faut que les deux soient présents et soient au pouvoir. Depuis 40 ans, les hommes des bateaux ont pris le pouvoir dans tous nos pays et sont en train de détruire les sociétés des hommes des arbres. Donc, on ne peut pas se protéger contre eux autrement qu'au travers de la nation. Parce que la nation, comme le disait Jean-Paul II encore, c'est le seul endroit où une liberté individuelle peut s'exercer par l'égalité de tous devant la loi. Et une loi, ça doit être décrété par l'expression populaire. Or aujourd'hui, nous ne sommes plus maîtres de notre loi, qui est décidée à Bruxelles ou je ne sais où, à Strasbourg. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, sur le traité de Marrakech, peut décider la semaine prochaine, une fois qu'il aura été accepté, que maintenant il devient obligatoire, et nous n'aurons rien à dire, puisque nous ne sommes plus maîtres de notre loi. Donc, la seule façon de résister à ce mouvement extraordinairement malsain, de gens qui sont des destructeurs, mettons des pilleurs d'épaves, c'est de ressusciter nos souverainetés nationales. Un peu, et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur la différence entre l'identité et la souveraineté, les nations de l'Est avaient toutes perdu leur souveraineté, mais elles ont gardé leur identité. Et quand elles ont récupéré leur souveraineté, elles sont redevenues elles-mêmes instantanément, la Pologne, la Hongrie. Donc nous avons perdu nos souverainetés, et nous sommes en train de perdre notre identité. Ben, je crois que ce bon Sormand, que je connais bien, s'est toujours trompé sur tout.
et il rejoint un certain nombre d'intellectuels français. Et donc, en ça ne m'étonne pas, si vous voulez, parce que l'intellectuel français, c'est quand même celui qui préfère les idées à la réalité. Donc, je pense qu'il est temps de faire revenir la réalité dans la réalité. Moi, je voudrais vous donner un petit vent d'optimisme. Non, par rapport à votre... C'est que, globalement, Macron ou les Espagnols sont quand même un peu isolés, parce qu'on a quand même eu Trump aux États-Unis, le président brésilien, la Hongrie, la Grande-Bretagne avec le Brexit, l'Italie, la Pologne, la Russie. Donc progressivement, tous les pays deviennent des pays qui retrouvent leur souveraineté, globalement. Et la France, dans cette Europe, apparaît quand même, Macron apparaît quand même comme très isolé au niveau mondial, si on prend l'échiquier mondial. Et donc cette crise des Gilets jaunes, en fait, c'est une forme de révolution de la souveraineté. Certains Gilets jaunes n'en ont pas conscience, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et progressivement, en fait, moi je suis plutôt très optimiste quant à l'issue de... et je pense qu'on est plutôt en avance par rapport à ce qui va se passer, oui. Je pense qu'on va avoir, et c'est d'ailleurs le titre de notre soirée de ce soir, une union d'une forme de droite conservatrice et d'une droite populaire qui va se mettre en place comme elle s'est mise en place dans d'autres pays européens. Oui. Le micro, Franck. Ah, allez-y, c'est bon. Je me permets de poser une question. Paul-Étienne Legret, j'ai une question qui s'adresse peut-être davantage à Frédéric Pichon, mais je laisse quiconque y répondre, bien sûr. Comment court-circuiter le pouvoir politique en place pour relancer la démographie? En d'autres termes, sans détenir le pouvoir politique, quelles sont les mesures que nous pourrions mettre en place dans l'opposition pour encourager les Français à faire davantage d'enfants? Je pense que la question est urgente et nous avons peu d'années devant nous pour ces mesures. Merci. Je pense que n'importe qui ici pourrait répondre aussi à ma place, puisque Fabien Boulet a parlé de la famille, il a 8 enfants. On l'applaudit pour les 8 enfants. Moi je suis jeune papa, j'en ai que 2, mais je me suis marié il y a 3 ans, il y en a un 3e en route. Donc un chaque année là depuis 3 ans, c'est pas mal. Mais donc voilà, bon, déjà j'allais dire, on n'est pas au pouvoir, donc tant qu'on n'est pas au pouvoir, voilà, on fait ce qu'on peut avec ma femme, voilà. Parce que c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on attend, comme disait Sainte Thérèse d'Avila, charité n'a pas d'heure. Et donc on attend d'arriver au pouvoir pour faire quelque chose, comme si tout dépendait que de l'État. Alors c'est vrai que l'État, la politique démographique de l'État, je crois que les démographes ont démontré que l'impact des aides familiales ou sociales aux familles sont de 0,4. Je crois, un demi-enfant, quoi. Enfin, ça n'existe pas un demi-enfant, en fait, mais il y a une incidence réelle de l'aide familiale. Mais votre question, c'est dans la mesure où on n'a pas le pouvoir. Ben, dans la mesure où on n'a pas le pouvoir, c'est essayer nous-mêmes de faire des enfants. Alors, il y a une difficulté qui est quand même nouvelle. C'est la difficulté économique et matérielle. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens, et notamment chez les Gilets jaunes, qui aimeraient avoir beaucoup plus d'enfants, qui ne peuvent pas, parce que pour des raisons matérielles, des raisons de logement. C'est vrai que le logement en région parisienne, c'est quelque chose de délirant. Enfin, à Paris, les Gilets jaunes, pourquoi est-ce qu'ils sont dans les zones de la France périphérique? Parce que c'est plus possible de vivre à Paris, quand on a une famille nombreuse. En banlieue, il y a des raisons identitaires qui les propulsent au-delà. Donc c'est une vraie question. Moi, je pense qu'il y a aussi de nouvelles solidarités qu'il faudrait mettre en place. Ça s'appelle aussi la subsidiarité. C'est-à-dire que le problème pour moi, peut-être un peu différent, mais l'ultra-individualisme, en tout cas l'ultra-libéralisme, nourrit le marxisme. C'est-à-dire que les excès quand une société est devenue totalement matérialiste et égoïste, eh bien, elle finit par se reposer sur l'État. C'est-à-dire qu'on délègue, en quelque sorte, à l'État le soin de la solidarité. Là, les vieux, on va pas les mettre à l'hospice, les SDF, qui peuvent être votre frère, votre soeur, votre mère, etc., on va les laisser à l'assistance sociale. Les enfants, on va les mettre à l'aide sociale à l'enfance. Et donc, on va, en quelque sorte,
plus il y a d'individualisme, plus il y a de bureaucratie, plus il y a d'État, plus il y a de socialisme. Enfin, ce sont deux monstres qui se nourrissent l'un et l'autre. Et donc je pense qu'effectivement, ça c'est le rôle de la société corse intermédiaire, de l'Église, des solidarités. Je pense que c'est aussi à nous organiser pour recréer. Il y a toute une réflexion, mais je ne peux pas répondre ça en 2 minutes, sur les solidarités naturelles. Je voudrais ajouter quelque chose parce que c'est une très bonne question. La première, c'est que Burke, qui était un philosophe anglais que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, qui vivait au XVIIIe, disait que rien de mal ne peut arriver à une nation si les hommes d'honneur se lèvent en temps utile. Ben, je crois qu'il est temps que les hommes d'honneur se lèvent en France et se mettent à participer à la vie politique. Parce que c'est trop facile de dire que la vie politique c'est dégueulasse, qu'on ne va pas y aller. Parce que moi, ça fait 40 ans que je vais dans des dîners en ville à Paris, où les gens grognent, etc. Et on leur dit, qu'est-ce que tu fais? Ils grognent. Donc il y a un moment où il faut faire quelque chose. Vous vous engagez dans vos communes, vous vous engagez, mais vous vous levez. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un homme, un penseur, dans le domaine de la finance, qui est mon domaine, qui s'appelle Nassim Taleb, qui est un Libanais, extraordinairement intelligent. Et il dit, moi, je suis tout à fait d'accord pour boire de l'eau avec les gens qui me dirigent, pourvu que ce soit l'eau qui vienne de la même source. C'est-à-dire qu'il est d'accord pour être dirigé par quelqu'un qui va chercher son eau au même puits que lui. Il n'aime pas être dirigé par quelqu'un qui est très loin. Et il dit une autre phrase qui m'amuse énormément, il dit, au niveau de l'État, je suis anarchiste. Je n'en veux pas, je le déteste. Au niveau de la commune, je suis socialiste. Et au niveau de la famille, je suis communiste. Donc vos solidarités, vous les exercez dans votre famille, dans la commune, et vous tirez à boulet rouge sur l'État chaque fois que vous le pouvez. Alors, moi je vais vous répondre, il y a effectivement la politique familiale qui relève de l'État, et ça, tant qu'on n'aura pas repris le pouvoir, on ne pourra pas l'appliquer. En revanche, pour la question de la natalité, moi je suis assez effaré en tant que père de famille nombreuse de voir comment la société accueille la vie, l'enfant. Je suis effaré, parce que j'ai une femme qui est écoutante pour les femmes en détresse, de voir la vision qu'ont les jeunes garçons de l'arrivée de jeunes enfants. Comme si la présence d'enfants était un malheur. C'est édifiant. Et je crois que ce que nous pouvons faire, sans que c'est un coup, c'est qu'on peut changer le paradigme. La vie, c'est beau. Et il faut le dire. Il faut le dire à nos enfants, il faut le dire à nos garçons, il faut le dire à nos filles. Ayez des enfants. La beauté de la vie, c'est la chose la plus importante. La transmission de la vie, c'est quelque chose de plus... C'est l'essentiel de notre existence. Or, notre société fait tout pour détruire ce lien de filiation. Hein, on avait dit, détruire les racines, hein, créer un homme désincarné. Donc je pense que, au-delà des questions financières qui sont importantes, il faut qu'on redonne aux familles françaises le goût d'avoir des enfants. Parce que dans cette société matérialiste, il faut revenir aux choses simples. Et puis, les choses simples, c'est constituer une famille. Et la joie d'une famille, c'est très 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 important. Et ça n'est pas lié à l'argent. Je pense qu'on peut aussi vivre sobrement. On peut faire attention. Une famille nombreuse fait très attention aux dépenses. Et ça n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question d'argent, mais ça n'est pas qu'une question d'argent. Et je crois que l'essentiel, c'est cette question d'accueil de la vie. Voilà, ça c'est à mon avis très important. Donc ce qu'on peut faire, c'est dans toutes nos familles, nos grands-parents, rappeler à tout le monde que la nécessité d'avoir un pays avec plein de jeunes têtes blondes, c'est un beau pays. C'est un pays qui a de l'avenir. Voilà. Une autre question ? Jean-Philippe Lemaire.
citoyen de Viroflay. Je suis un peu déçu parce que j'ai entendu 4 interventions tout à fait intéressantes et qui me semblent complètement hors sujet par rapport au titre. Rendre le pouvoir aux Français, j'ai cru vraiment que vous disiez ça pour rendre disons, le référendum d'initiative citoyenne. Alors, Maître Pichon l'a vaguement évoqué, et pour moi, c'est la seule façon de rendre le pouvoir aux Français. Tout le reste n'est que billevesée, littérature, etc. Bon. Alors, je n'ai pas perdu mon temps parce que les intervenants sont de qualité, mais sur le plan du pouvoir aux Français, là, je suis zéro. Voilà. Alors. Oui, vous avez raison, monsieur. Bon, c'est pas moi qui organise les sujets, mais il me semblait important quand même de parler de l'identité. Mais vous avez raison. Le RIC, c'est d'ailleurs la revendication maintenant première des Gilets jaunes. Au départ, c'était le pouvoir d'achat. Ils ont bien compris, parce qu'il y a aussi un consensus populaire, que le RIC, c'était la base. On voit bien, et M. Gave l'a rappelé tout à l'heure, qu'il y a une confiscation avec la démocratie dite représentative. On voit bien d'ailleurs, à travers leur raisonnement, vous n'êtes pas assez intelligent. On a entendu ça avec des commissaires européens à Bruxelles. Les référendums, c'est dangereux parce que ils voteront pas dans le bon sens. Donc il y a une méfiance évidente des élites vis-à-vis du bon sens populaire. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ils sont absolument opposés au référendum. Et on l'a bien vu, il y a quand même un exemple absolument criant, c'est le référendum de 2005. Hein, on voit bien que 55% des gens ont voté massivement contre le traité constitutionnel européen, et 2 ans après, Nicolas Sarkozy a fait ratifier par voie parlementaire le traité de Lisbonne, qui était exactement le même traité. Donc on voit bien, là, s'il y a un exemple caractéristique, mais le RIC, ça suppose quand même, la France n'est pas la Suisse. En Suisse, vous avez des référendums effectivement permanents, mais la Suisse est un État fédéral. Et ça aussi, c'est important parce qu'il faut songer aussi à toutes les conséquences du RIC. On ne peut pas faire un RIC sur toutes les questions, sinon la France passerait à faire des référendums. Donc à mon sens aussi, ça suppose une décentralisation. Pour moi, pour que la démocratie directe soit effective, ça suppose aussi de sortir avec le jacobinisme et le centralisme français, parce que sinon, pour des raisons ne serait-ce que matérielles, ça me semblerait très difficile d'organiser en permanence des référendums sur tous les sujets. Donc le RIC, alors soit on considère qu'il y a les questions effectivement fondamentales de souveraineté et de migration qui sont délimitées, mais si on veut pouvoir aborder tous les sujets, ça suppose, à mon avis, la mise en place d'un fédéralisme français, mais le mot fédéralisme il est mal compris parce que quand on parle de fédéralisme on entend Bruxelles, alors que le vrai fédéralisme c'est la subsidiarité, hein, c'est un maximum de décentralisation. Donc il faut voir aussi ce que ça implique, le RIC. Il y a le principe, mais après il y a la mise en place concrète. Je ne saurais être plus d'accord avec le commentaire fait par monsieur. On a été nuls. Hors sujet. Hors sujet. Non, on a été brillants, mais hors sujet. Vous êtes gentils. De la façon de faire ça, on a parlé des sujets sur lesquels nous aimerions, qu'il y ait un RIC. Là où nous aimerions que le pouvoir soit redonné au peuple. Si, ne voulez-vous pas voter sur l'immigration? Ne voulez-vous pas voter sur la GPA? Ce sont quand même des sujets pour nous qui sont au cœur des premières revendications. À partir du moment où vous partez, on ne va pas vous demander le prix du beurre. C'est sur ces questions-là qu'on aimerait que notre pouvoir soit rendu. Et monsieur a raison, on aurait dû faire un 5e sujet sur le comment. Oui, ça. Non, on a été très mauvais, heureusement, mais ma fille a rattrapé le coup comme ça, clac. Vite fait, bien fait. Mais honnêtement, pour tous ceux qui nous lisent, parce que tous on écrit un petit peu, ou on essaye de propager nos idées, pour nous, dès le départ, on a dit la revendication essentielle de ces gens sur les ronds-points, c'est le référendum d'initiative populaire. Et c'est la seule façon de recouvrir nos souverainetés. Il n'y en a pas d'autre. Ou on fait céder ce pouvoir et il nous donne le référendum, ou il y aura une guerre civile. Il y a le référendum d'initiative citoyenne et populaire, mais il y a une autre façon de redonner le pouvoir au peuple. Moi, en tant qu'élu local, j'ai pu percevoir à quel point
le régime majoritaire à 2 tours pour les élections municipales, avec la prime aux gagnants, était une honte absolue. C'est-à-dire que moi, j'ai un nombre d'élus qui est 2 fois inférieur au nombre d'élus que je devrais avoir s'il y avait une proportionnelle intégrale. Or, dans une commune, c'est la vie de la cité. C'est-à-dire, on va traiter les chiens écrasés, la poste qui a été rachetée, là, voilà, la poste qui a été... Est-ce que c'est pas à tous les citoyens d'être représentés par les élus démocratiquement, proportionnellement au nombre de citoyens qui sont dans la cité, pour voir émerger des tendances, et qui permet, dans une collectivité, de voir éventuellement des rapprochements avec un groupe d'opposition, peut-être même la gauche et la droite, se rassembler, parce que le sujet de la poste ne va pas être un bon sujet, et donc il va y avoir des alliances impromptues. Mais c'est ça la politique. Or aujourd'hui, qu'est-ce que sont devenues nos communes? Eh bien, on a un petit Roitelet qui a le pouvoir, qui décide de tout. Alors je dis ça, c'est pas simplement à Versailles, hein, c'est partout. Il décide de tout, et il y a un conseil municipal, et c'est une chambre d'enregistrement. Et puis si éventuellement on a quelque chose à dire, on va vous laisser la possibilité en fin de conseil municipal, en questions diverses, d'aborder les questions. Cette question de proportionnelle intégrale pour les communes, pour tout le système politique, et pour l'Assemblée nationale, à mon avis, doit d'urgence revenir. Parce qu'on ne peut pas avoir la France Insoumise ou le Rassemblement National avec autant de voix au niveau national et ne pas être représenté. Et en fait, c'est ce décalage absolument constant entre la représentation nationale et les représentations municipales qui font qu'aujourd'hui, les Français ne supportent plus leurs représentants politiques. Autre question? On a accepté une question critique, on n'en acceptera pas 2. Cécile, là, bonsoir. Philippe Bourillon à Versailles. Je voulais rebondir sur le titre, effectivement, du débat comme monsieur, mais peut-être dans un sens un petit peu différent. Rendre le pouvoir aux Français pour une union de la droite populaire et conservatrice. Je voulais vous demander si vous pensez qu'il ne serait pas peut-être plus tactiquement et politiquement plus juste de parler simplement de droite, sans mettre un adjectif. Pourquoi? Pour 2 raisons, à mon avis. Et j'aimerais avoir votre avis. La première raison, c'est que mettre un adjectif limite. Droite, conservatrice. Personnellement, je ne me sens pas conservateur. Conservateur, pour moi, ça fait penser à une conserve. Voilà. Bon. Populaire, pourquoi pas. D'autres droites extrêmes, non, on n'est pas extrémiste. Modéré, on n'est pas non plus modéré, etc. On peut être de droite, tout simplement. Mais il y a une raison, à mon avis, plus élevée, c'est que ce qui distingue, je pense, la droite de la gauche, c'est que la gauche, c'est l'idéologie. Et la droite, ce sont des gens du réel. Donc lorsqu'on parle d'union de la droite, on ouvre à tout le monde, on n'exclut personne, et on ne se met pas des adjectifs qui rejettent les uns contre les autres, et on exclut l'idée d'idéologie. Droite, machin truc, droite, bidule machin. On n'est pas des idéologues, nous sommes des gens de terrain, des gens de l'économie réelle, des gens de l'homme au cœur de l'économie. Merci pour cette question, à laquelle je vais essayer de répondre. Sur le principe, je suis assez d'accord sur le fait que les adjectifs souvent ne servent à rien. Je crois que c'est Clémenceau qui disait « vous faites un sujet, un verbe, un complément, et si vous devez mettre un adjectif, vous venez moi voir ». Donc on est un peu dans ce cas-là. En revanche, si nous devions faire un arrêté des comptes aujourd'hui, je serais tout à fait d'accord pour retenir la définition de droite. Mais regardons là, en arrière sur cette 5e République. Si nous devons retenir quelque chose, c'est que la gauche a trahi le peuple, et la droite, elle, excusez-moi, a trahi la nation. Et aujourd'hui, moi je débute en politique, je ne veux pas être assimilée à ce qui a été la droite jusqu'à maintenant. Je ne veux pas être assimilée à la droite de Valéry Giscard d'Estaing qui a signé les accords d'Évian. Je ne veux pas être assimilée à la droite de M. Chirac. Et je ne veux certainement pas être assimilée, excusez-moi, à la droite actuelle des Républicains, M. Bellamy mis à part.
Monsieur Bellamy mis à part, car pour moi, il n'a pas encore, qui a signé les élargissements alors qu'ils disent le contraire, qui ont quelque part n'ont pas été derrière Monsieur Fillon quand il y a eu toutes ces affaires et qui n'ont pas été là où on les attendait. La droite d'aujourd'hui, je suis désolée, je n'en veux pas. Et c'est pour ça que je n'ai pas de problème à mettre des adjectifs, parce que je veux redéfinir ce qui est et je veux pouvoir garder la tête haute quand on me qualifiera de droite. Vous avez raison pour les adjectifs. Et simplement, cette thématique aussi était, je pense, je ne sais pas si dans l'idée de Fabien Bouclet, mais rebondir sur des propos d'Éric Zemmour qui appelait finalement à la conjonction de la France, en gros la manif pour tous, avec la France des Gilets jaunes. Et la France qui s'est levée il y a 5 ou 6 ans, qu'on appelle ça conservatrice ou pas, qui est attachée à la famille ou à l'heure anthropologique, qui a reçu, qui sociologiquement est peut-être plus favorisée, et puis la France qui souffre. Et je pense qu'on appelle ça populiste ou conservateur. Après, vous appelez ça autre chose si vous avez une formule. Moi, je suis preneur. Simplement, voilà, on fait avec ce qu'il y a. Richelieu disait que la politique était là de rendre possible ce qui était nécessaire, donc on fait avec ce qu'il y a. Mais pour moi, c'est un impératif que cette France qui a tant reçu, eh bien, elle cesse. Fabien Bouclet a bien fait de le rappeler, cette indifférence. Alors c'est pas vrai, parce que j'ai vu des gens de la manif pour tous impliqués chez les Gilets jaunes, mais pas suffisamment. Et je le vois aussi par rapport à la répression, parce que moi je suis intervenu comme avocat, j'étais scandalisé en 2013 par les gardes à vue des jeunes gens, par les gazages, etc., y compris d'enfants par les forces de l'ordre qui obéissaient aux ordres du pouvoir. Et je suis encore plus scandalisé par les 200 mains arrachées, les yeux crevés, par des policiers qui tirent en ne respectant pas les règles. C'est-à-dire que ils sont, je sais pas les policiers que j'incrimine, ils ont des ordres, et les ordres, ça veut dire qu'on méprise ces gens-là, on viole délibérément la loi, on mutile des citoyens français, et ça doit faire bondir tous les gens de la manif pour tous qui disaient c'est horrible ce qui nous est arrivé, ils disaient juste de découvrir ce que c'était qu'une manifestation. C'est la France des gens bien élevés qui a découvert un petit peu, qui s'est un petit peu encanaillée, mais il faudrait que cette France des gens bien élevés, elle sorte un petit peu de son petit confort versaillais, et qu'elles viennent aussi, parce que ça c'est évangélique, elles viennent se battre aux côtés de cette France qui souffre, et qui a beaucoup à apporter, et qui n'est pas très loin d'elle finalement, mais qui a moins reçu. Donc il y a un devoir, j'allais dire, de ceux qui ont reçu, d'apporter à ceux qui n'ont rien. Voilà. Pour répondre à la question de monsieur qui me paraît très importante, il y a un philosophe français, je me souviens plus de son nom, qui disait il y a 2 partis de gauche en France, mais il y en a un qui se fait appeler la droite et je ne comprends pas pourquoi. Donc on ne veut pas être avec ces gens-là. Bonsoir, je m'appelle Nathan, je me présente. Je suis étudiant, je suis jeune, je suis chrétien. Et en écoutant vos interventions de tout à l'heure, je suis d'accord avec beaucoup de points, mais il y a, selon moi, une contradiction qui a été relevée dans certaines considérations. C'est que donc, vous considérez qu'il est souhaitable qu'en France, des individus puissent avoir des enfants, pratiquer, permettre une politique de natalité qui redonne des enfants avec des valeurs culturellement français, intégrées dans notre pays. Cependant, il y a une logique qui, selon moi, est, ce n'est pas moi qui la désire, mais elle est inévitable, elle l'est, c'est la nature. C'est que entre 8 et 10% de la population est homosexuelle. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Ce n'est pas un choix, c'est une réalité. Parmi ces individus, certains désirent faire des enfants, se marier, c'est donc ils partagent des valeurs communes avec nous, familiales, de mariage, d'engagement, de vouloir faire des enfants. Et donc, ma question est la suivante. Puisque cet état est naturel et qu'il est indubitablement ainsi, est-ce que l'on préférerait qu'on mette en place des moyens pour que ces gens puissent faire des enfants en leur apportant beaucoup de droits, c'est-à-dire d'avoir un périmètre? On pourrait imaginer que 2 couples homosexuels, l'un masculin et l'un féminin, puissent faire des enfants ensemble de façon encadrée avec un engagement souhaitable. Ou est-ce que vous préférez que ces gens-là privent la France d'enfants ou adoptent des enfants étrangers? Nathan, je vais devoir vous gronder, vous n'avez rien écouté à ce que j'ai expliqué.
Non, blague à part. Ah, où est-ce que vous avez lu, écrit quelque part, que le rôle de l'État serait de vous apporter votre satisfaction? Il est arrivé toujours au travers de l'histoire que des femmes soient stériles, que des hommes soient stériles et qu'ils vivent sans enfants. Ils ne venaient pas pleurer en disant « il incombe à la société de m'en donner un, vous en avez 5, donnez-moi un ». Certes, les adoptions existaient, mais c'était quand les parents étaient morts et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous me dites, j'ai très bien entendu, donc, il nous incomberait de donner, quelque part, de faire en sorte, puisque 8% de la population serait homosexuelle, je crois que les chiffres sont un peu hauts, mais là, c'est pas le problème, de leur apporter une réponse à leurs problèmes. Mais alors, à ce compte-là, on va devoir s'occuper de toute la misère du monde, parce que moi, j'aimerais bien être, j'aurais aimé avoir des jambes de 20 cm de plus. Je voudrais... Enfin, et dans ces cas-là, l'enfant que vous allez avoir, il va devoir aussi être parfait, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez devoir... Qu'est-ce qui se passe si dans ces cas-là, l'enfant qu'on vous donne arrive avec un chromosome surnuméraire? Ah, c'est pas l'enfant que j'avais commandé. Ah, c'est pas du tout ça. L'idée que l'État devrait subvenir à vos désirs remet en cause quelque part tout ce qui est notre fatalisme en tant qu'être humain, la potentiel de sublimer quand il vous arrive une difficulté. Il vous arrive toujours des choses dans la vie. Et ce qui fait la force, la dignité d'un homme, d'une femme, c'est de se dire, devant cette adversité, je vais devenir un créateur formidable, je vais devenir un écrivain formidable, je vais devenir... Je comprends bien que l'homosexualité n'est pas un choix, mais ce que vous allez en faire, la personne que vous allez devenir, le Baudelaire que vous allez devenir, va faire que vous allez être l'exceptionnel. Et autant j'aime les enfants, autant je ne crois pas non plus, et je le sais pour m'être posé la question, pour avoir eu énormément de mal à avoir mes enfants, que quelque part, il y a 1001 façons de s'enrichir et d'enrichir la société. Et si vous ne pouvez pas avoir d'enfants, je ne pense pas non plus que vous devez penser que votre vie se résumerait à cela. Je vais apaiser une question qui est souvent évoquée sur la question de la PMA et la GPA versus on est homophobe parce qu'on est contre la PMA et la GPA. Moi, j'ai tout à fait conscience que dans le milieu patriotique, il y a des homosexuels, la place des homosexuels, enfin, je veux dire, cette histoire de mariage pour tous a ouvert une boîte de Pandore de l'homophobie, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que, en réalité, les homosexuels qu'on peut tous connaître, on en a tous dans nos proches, vivaient tranquillement, et là, certains, une minorité, une extrême minorité, ont voulu imposer le fait que le mariage aurait changé de définition. Bon, et ça, c'est pas être homophobe. Moi, j'ai une totale indifférence des comportements X ou Y à partir du moment où il n'y a pas une diffusion médiatique exacerbée. Ça, c'est un préalable. Après, dire ça, respecter chacun en tant que chrétien, on respecte chacun, ses orientations, c'est leur problème. La PMA, la GPA, c'est la marchandisation de l'homme, de la femme. Pour la GPA, encore plus, c'est la marchandisation de l'enfant. Pour la PMA, c'est aussi une forme de marchandisation. Et en plus, pour la PMA, elle serait remboursée par la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est à la société de financer le fait qu'une paire de lesbiennes veulent se faire inséminer artificiellement. Je suis désolé, c'est pas à mon argent de contribuable de financer ce choix. Maintenant, à titre personnel, il y a des méthodes artisanales, je crois que ça existe, ça a toujours existé. Il n'y a pas de raison de faire des techniques particulières sous une forme hospitalière, avec en plus quelque chose qui est très grave, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le DPI. Parce que moi, il s'avère que j'ai participé à 5 des réunions des États généraux de la bioéthique à Paris. Dans le 4e, à Sciences Po, j'étais au cœur, je suis intervenu à 2 reprises. Le DPI est d'une très très grande gravité. Diagnostic préimplantatoire. C'est le fait de sélectionner les génomes, le fait de... Donc, ça veut dire qu'on va faire des lésesbornes, c'est-à-dire ces cliniques de nazis qui voulaient sélectionner les embryons en fonction de leur couleur de peau, etc. Est-ce que vous savez, parce qu'on a dans nos réseaux des gens qui agissent contre ces cliniques,
que aujourd'hui, dans les réserves de sperme, il n'y a pas de sperme de roux, et que le sperme de blanc, blond aux yeux bleus de type danois, etc., est le plus demandé. C'est absolument épouvantable, le diagnostic préimplantatoire. Donc il faut absolument que nous combattions, et si on le combat, c'est pas parce qu'on est homophobe, si on le combat, c'est parce qu'on a conscience que c'est très grave pour l'humanité tout entière. Et je pense que là, il en va de la responsabilité des homosexuels de se rendre compte que leur désir individuel ne doit pas avoir cet impact de contribuer à un bouleversement de l'humanité. C'est à mon avis très très grave. Donc pour les homosexuels, eh bien, faites très attention de ne pas servir d'idiot utile du système qui instrumentalise les homosexuels pour obtenir quelque chose qui est beaucoup plus grave que ce qui est avancé médiatiquement. Voilà. Bonjour, alors moi je suis militante de Debout la France, 92 au lycée Robinson. Alors j'ai une question donc je voudrais vous demander si pour rendre la France aux Français et que l'État, sans assouvir les désirs de tout le monde, remplisse au moins la base de ses missions, c'est un ordre juridictionnel et un ordre juridique d'ailleurs qui soit cohérent et qui ne soit pas le bazar comme c'est aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'il ne faudrait pas réformer la magistrature, rendre lisible la moindre règle de droit? Aujourd'hui, on met une journée à comprendre ce qu'une réforme, comment elle s'organise, elle est cohérente avec ce qui existe. Réformer notamment d'ailleurs le droit des successions, parce que les indivisions successorales, là, ça commence à poser des véritables problèmes, et se poser la question sur les dérives phénoménales des organismes privés de gestion de tutelle et de curatelle, contre lesquels, véritablement, moi j'ai passé 1 an à traiter un dossier là-dessus. Tout ça pour en arriver à devoir réécrire à un procureur général, parce que l'affaire avait été classée sans suite par le procureur de la République, et à me faire convoquer 1 an après par le juge des tutelles qui avait accepté une vente complètement abusive. Bon, en gros, il va falloir, je pense, réellement se poser la question d'un ordre juridique et juridictionnel correct. C'est une question ou c'est une... C'est une affirmation. Une affirmation. Mais qu'est-ce que vous pouvez en faire, vous, en tant qu'avocat? Je ne sais pas, il faudrait qu'on écrive, mais on écrit beaucoup. Enfin, Je suis d'accord avec vous sur le fait que les lois aujourd'hui sont beaucoup trop nombreuses et beaucoup trop incompréhensibles. Et c'est ce que disait, je crois, Montesquieu, le législateur ne devrait légiférer qu'avec une plume prudente, et plus jamais, je pense que ça devrait être le cas. Donc l'espèce d'emballement juridique qui a été le cas depuis le début de la 5e, oui, c'est clientéliste, et puis aussi, c'est une façon de nous tenir, nul n'est censé ignorer la loi, mais vu comment il la rédige, c'est difficile de la connaître. Donc si on arrêtait d'avoir des codes, je ne parle même pas du code fiscal, du CGI, qui grandit comme ça, le code du travail, c'est une aberration. Heureusement, le code civil, encore, ils nous ont tout changé, je ne retrouve plus mes articles, ça c'est une catastrophe. Mais bon, ça c'est moi qui ai l'air d'une vieille idiote. Mais ça serait quand même effectivement bien que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Et évidemment, je vous rejoins, nous sommes une population vieillissante. Donc évidemment qu'il serait peut-être bien d'avoir un moratoire, une sorte de commission qui viendrait à juger ces choses-là. Je sais qu'il y a énormément de problèmes, effectivement, tutelle, curatelle, j'en ai tout à fait conscience. J'ai aidé une amie il n'y a pas si longtemps qui s'est retrouvée dans une situation très difficile aussi. Ça a mis 2 ans. Et c'est très difficile, surtout quand on se retrouve avec des aïeuls qui vont se retrouver avec des maladies invalidantes, je pense à Alzheimer, qui nous mettent dans des situations très difficiles à gérer. Et ça, c'est vrai, c'est une vraie question de société, quand on peut encore se la poser, parce que c'est pas quand on est dans une situation de handicap qu'on peut trouver des solutions. Voilà, je passe le micro à mon père. Là, il y a une dérive extraordinaire. En principe, si vous voulez, le législateur fait la loi et les juges l'interprètent. Mais il s'est passé avec l'École nationale de la magistrature, etc. Aujourd'hui, ce sont les juges qui font la loi. Et c'est donc vous avez donné le pouvoir de légiférer à toute une série de corneaux qui n'ont pas été élus pour
pour ça, qui ne représentent aucune volonté populaire et qui représentent personne d'autre que leur syndicat à la noix. Donc, on a un vrai problème, c'est que le pouvoir de légiférer a été capturé par le juge, on est rentré dans un gouvernement des juges, et ce sont ces juges qui sont responsables de beaucoup des désastres que vous mentionnez. Il faudrait plus qu'une soirée pour répondre à votre question. Je ne vais pas parler des tutelles et du curatelle, il y a beaucoup de choses à dire, mais sur la justice, moi personnellement, c'est un avis personnel, je suis pour la responsabilité professionnelle, personnelle des magistrats, à certaines conditions. Et l'avocat, il est responsable de ses actes. Moi, si je commets une faute déontologique professionnelle, j'engage ma responsabilité vis-à-vis de mon client, vis-à-vis de mon ordre, vis-à-vis éventuellement, si je commets une infraction, même pas une infraction pénale, mais je viole le secret de l'instruction, je peux être poursuivi par le procureur de la République. Le magistrat, il n'encourt rien de tout ça. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature et des sanctions ordinales qui sont, comme vous voyez, l'affaire Burgot, l'affaire Doutreau, il a fini par une promotion. Il y a un incroyable corporatisme. Alors, ils lavent un petit peu leur linge sale en famille, mais dès lors qu'un magistrat est attaqué, ils sont incroyablement solidaires. Moi, si je suis, encore une fois, je commets une faute en première instance au niveau professionnel, je vais devant l'ordre des avocats, mais en appel, je vais devant des magistrats. Eux, ils ne seront jamais jugés que par des juges. C'est la raison pour laquelle, alors, il y a une instance qui a été créée il y a quelques années, mais il y a un tel filtrage qui fait qu'on n'y arrive jamais. Donc moi, je suis partisan d'une espèce de commission tripartite où vous auriez des juges, des avocats et des gens un peu comme des jurys issus tirés au sort, qui filtreraient d'abord les recours, parce que sinon on attaquerait n'importe quel magistrat par n'importe quelle condition, il faut quand même qu'il y ait un filtre, mais qui puisse engager la responsabilité professionnelle des magistrats. Les militaires, les gendarmes, les policiers, les militaires en opération engagent leur responsabilité et les juges seraient au-dessus de tout ça. Vous savez que vous avez un certain nombre d'États parfaitement démocratiques où les juges sont élus. Donc je ne vois pas du tout pourquoi on n'élirait pas nos juges, en particulier à l'échelle la plus basse. En Angleterre, où j'ai vécu 25 ans, les shérifs locaux sont élus. Et c'est eux la première branche du droit. Donc, s'ils sont très mauvais, s'ils sont trop idéologiques, eh ben, ils ne sont pas élus. C'est une sanction. Une dernière question. Là, je suis là. C'est vrai, cette question, elle est en lien avec la souveraineté, parce que là aussi, c'est la possibilité de choisir... Là, voilà, je suis là. Donc je me présente, je suis Thierry Kabil. Ma question porte sur la santé, parce que je suis extrêmement inquiet de ce qui se passe en France à ce sujet. Ça fait 18 ans que moi je lutte contre le trafic d'organes en France, qui est extrêmement présent. Il y a d'ailleurs une femme qui s'appelle Maria Pougnier, qui a écrit un livre qui s'appelle La marchandisation humaine. Et lorsqu'elle a étudié le trafic d'organes en France, elle est venue donc sur mon histoire, qui est écrite dans ce livre, dont ma maman a été assassinée lâchement en France pour lui voler ses organes. Et aujourd'hui, alors qu'elle est morte dans un hôpital français, je ne sais pas où est son corps. Et quand on a exhumé le cercueil, on s'est retrouvé avec un cercueil 2 ans et demi plus tard, rempli de chair humaine, avec une petite cage thoracique d'enfants. Et je sais aujourd'hui que ces enfants qui disparaissent, malheureusement, c'est là où on les cache. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, fortement, c'est qu'aujourd'hui, il y a donc ce qu'on appelle le dossier médical partagé, qui va donc augmenter les possibilités de trafic d'organes en France, puisqu'ils vont, à travers nos données et nos informations qui étaient confidentielles, qui étaient gardées par le médecin, ils auront la possibilité de savoir qui est compatible et qui ne l'est pas. Et donc, aujourd'hui, en tant que Français, nous sommes exposés de plus en plus à ce danger de trafic d'organes, d'autant plus que la loi Touraine, qui a été votée récemment, qui dit que tous les organes de chaque Français appartiennent à l'État, suite au combat que j'ai mené, parce que c'est ce combat qui a engendré cette loi. Donc j'aurais voulu sensibiliser un peu plus chaque citoyen français sur le sujet de la santé qui devient de plus en plus grave, dont volontairement on fait en sorte que les hôpitaux ont de moins en moins de moyens pour transformer les médecins en criminels, parce qu'ils ont besoin de cadavres. Merci infiniment. Vous pouvez repérer monsieur au pot tout à l'heure, vous pourrez aller le voir pour vous renseigner auprès de lui si vous avez des besoins d'informations complémentaires. Monsieur, là il y a 2 dernières questions. Monsieur, ah là là. Oui. Oui, oui.
Excusez-moi, Marc Boucher de Paris, du Parti chrétien-démocrate. Je retiens bien toutes vos thèses et vos analyses, mais se pose la question, on a mis en valeur le RIC de manière à pouvoir sortir d'un état finalement où toute la population est bloquée, puisqu'on a une élite qui ne bouge pas, qui massacre son peuple, mais ce RIC ne nous sera jamais offert sur un plateau. Donc, Monsieur Gave, vous parliez de faire une révolution, mais enfin, il faut quand même être un petit peu, je dirais, osé pour aller faire une révolution quand finalement ce ne sont que quelques marginaux gilets jaunes qui finalement s'exposent et qui font les frais du gouvernement. Donc, je voulais avoir votre analyse. Quels sont les moyens aujourd'hui politiques ou pratiques de mettre en échec l'organisation actuelle de nos élites et de pouvoir refonder quelque chose d'autre. Et on s'aperçoit qu'à travers les partis traditionnels, et y compris les partis de droite, il y a une division telle et une ventilation des différents partis, ou du moins des différentes sensibilités, qui fait que cette droite qui est majoritaire, en fait, est toujours minoritaire. Donc, s'il n'y a pas d'issue au niveau politique, s'il n'y a pas d'issue pour une révolution pratique, puisque finalement les gens sont massacrés et sont envoyés à un hôpital qui ne fait plus son office, comment vous voyez, quelle est votre analyse? Puisque finalement, vous avez effectivement posé les problèmes, mais le problème d'aujourd'hui, c'est pas ça, c'est comment on en sort, et il faut en sortir tout de suite. Donc, je voulais avoir votre analyse. Sortir tout de suite, moi ça fait 50 ans que j'attends qu'on en sorte, donc à partir du moment où je me suis éveillé à la vie politique, donc il ne faut pas faire preuve d'une hâte. Si simplement on faisait quelques progrès, et donc ce que je me tue à dire, c'est que quelque part, si vous lisez les évangiles, je suis sûr que vous avez fait, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. C'est-à-dire que la masse, le parti, tout ça, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le rapport que vous avez avec la divinité. Il veut avoir un rapport personnel avec vous. Donc la seule réponse que je peux donner à votre question, il n'y a pas de solution collective, c'est vous la solution, c'est personne d'autre. Monsieur. Bonsoir. Je suis un jeune chercheur brésilien. Et donc, ça fait 4 ans que j'habite ici en France. Et je remarque que la France est un pays progressiste, mais progressiste dans un mauvais sens, il me semble. Donc, vous avez évoqué la question du mariage homosexuel, de l'avortement, etc. Et à cette question, il vient à l'esprit du marxisme culturel, qui s'est répandu dans les universités, dans les médias, etc. Ces mouvements qui a pris le sort à partir des années 50, avec les philosophes Adorno, par exemple. Et donc, en tant que conservateur, et même si je ne suis pas français, mais je crois que cette question s'adresse à vous, le français aussi, comment est-ce qu'on peut vaincre cette idéologie qui tue les tissus sociaux, les tissus démographiques de la France et du monde en soi? Merci. Eh bien, vous allez être content, puisque vous êtes un chercheur universitaire. Je vais vous répondre, c'est Gramsci qui disait ça, qui était, comme vous le savez, italien, qui disait que prenez le contrôle de l'éducation, vous aurez le contrôle de la société une génération plus tard. C'est ce qui s'est passé en mai 68, ils ont pris le contrôle de l'éducation, et maintenant, ils tiennent notre société française. Donc, la solution est là, reprenons le contrôle de l'éducation. C'est pour ça que nous avons développé l'Institut des libertés, que nous travaillons avec des instituts comme l'Institut de formation politique, et ainsi de suite, qui proposent à des jeunes de retrouver des modes de pensée différents, alternatifs. Et c'est en passant par nos jeunes, par la pensée, par l'éducation, avec une vague massive, peut-être lente, mais on ne sait pas qui passera, mais il y en a un qui passera un jour, et c'est là qu'on y arrivera. Je crois fermement en ça. Et j'ajouterais que, puisque vous êtes brésilien et que le Brésil a changé de pouvoir récemment dans de bonnes conditions, que nous approuvons entièrement, j'ajouterais que nous avons vécu en France un phénomène absolument extraordinaire qui était les grandes manifs pour tous.
Et ces manifs pour tous, c'était pas, c'était quand même énormément constitué de jeunes. Et ces jeunes, eh bien, ce sont les jeunes qui vont avoir vécu ces événements-là, vont faire la société dans 10 ou 20 ans, parce qu'ils vont avoir pris conscience de l'importance que revêt cette guerre culturelle qu'ils ont vécu dans leur chair. Certains auront été gazés, d'autres mis en garde à vue. Et ce qu'ils vont avoir vécu, eh bien, ça va les fortifier contre ces valeurs marxistes et relativistes. Voilà. Il y a une dernière question. Bonsoir, je m'appelle Raphaël. J'aurais une question peut-être pour Madame Gave et également Monsieur Gave. Donc récemment, vous vous êtes rallié à Nicolas Dupont-Aignan, pour ceux qui vous suivent attentivement comme moi. J'aimerais que vous reveniez en fait sur les raisons principales de votre ralliement à Nicolas Dupont-Aignan. En quoi il peut vraiment apporter une différence, sachant que Nicolas Dupont-Aignan est un énarque et est un étatiste. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut apporter vraiment de différent dans la vie politique de la France, et notamment au niveau économique également. Alors, je vais laisser Charles répondre aux questions fondamentales, j'ai envie de dire humaines, qui ont sous-tendu sa prise de décision et le fait qu'il me pousse aussi vers cette direction. Pour ma part, en tout cas en tant que libérale, conservatrice, j'ai tendance à penser que la chose la plus importante dans un pays, c'est l'état de droit. Et si vous n'avez pas de frontières pour déterminer quelle est la délimitation de votre état de droit, en définitive, tout ça est abstrait. Or, aujourd'hui, une des seules personnes qui prône justement les limites de la patrie, les limites de notre nation, la reprise de nos frontières et la définition donc d'un état de droit qui serait circonscrit, est M. Dupont-Aignan. Et en cela, moi, j'arrive à réconcilier avec mes valeurs de droite conservatrice. Mais je vais laisser Charles répondre pour toute la partie plus humaine. Alors je vais vous expliquer. J'ai pas une opinion extraordinairement élevée de la classe politique, hein, vous avez dû remarquer. Bon, ce point étant acquis, j'ai trouvé un homme qui a eu du courage une première fois. C'est-à-dire au moment du référendum de 2005, quand Sarkozy nous a fait son mauvais coup de faire le traité de Lisbonne. Cet homme a donné sa démission du RPR, ou je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, ça change tout le temps, et pour créer son propre parti en disant « je n'accepte pas cette trahison ». Je me suis dit, il était au comité directeur du RPR, c'était un cacique, etc. Bon, je me suis dit, tiens, c'est curieux, un gars qui a des convictions dans ce métier, je crois que ça n'existait plus. Et puis la deuxième fois, au moment de la dernière élection présidentielle, il a décidé de casser la fatwa que Mitterrand avait mis sur le vote Le Pen. C'est-à-dire qu'il a décidé, pour des raisons humaines, de rendre leur dignité aux électeurs du FN. Et au risque de mettre sa carrière en danger pour toujours, parce qu'en principe, ceux qui avaient fait cette erreur-là, comme Charles Billon, ont été massacrés. Après, on ne les a plus jamais vus. Donc je me suis dit, tiens, ce gars a vraiment du courage. J'ai donc, dans l'Institut des Libertés, écrit un papier en disant, tiens donc, il y a un gars là qui a du courage, je me demande ce qu'il faut dans ce marigot. Et 10 jours, 15 jours après, j'ai reçu un coup de téléphone, c'était M. Dupont-Aignan qui me remerciait du papier que j'avais fait. Je lui ai dit, vous êtes bien aimable. Et donc je l'ai invité à déjeuner. L'un des membres du déjeuner, c'était le chien qui est là. On est allé dans un restaurant de viande et il a été très content. Donc mon chien a voté Dupont-Aignan. Et il était très satisfait. Et on a parlé. Et je me suis rendu compte que dans le fond, en économie et tout ça, j'étais d'accord sur rien avec lui. Sur rien. Entre vous et moi, il ne comprend pas grand-chose. Mais c'est pas grave. Parce que... non. On a des discussions. Mais donc on a des discussions intéressantes. Mais la réalité, c'est qu'il a compris l'essentiel du problème. Mon père était résistant pendant la guerre. Il a été condamné à mort par un tribunal présidé par Delatte de Tassigny et Vichy en 1941 parce qu'il était devenu gaulliste en Syrie.
Et ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il y avait 500 officiers en Syrie. De Gaulle a donné l'ordre aux officiers français de rester pour garder la Syrie sous mandat français. Il y en a 12 qui sont restés sous le commandement de mon père, 488 sont partis. Et les 488 qui sont partis disaient à mon père, vous vous trompez, le principal danger, c'est pas l'Allemagne, c'est l'Union soviétique. Et mon père leur disait, ben, quand on aura viré les Allemands en France, on s'occupera des Soviets. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est quel est le problème aujourd'hui? C'est pas l'économie, c'est de retrouver nos souverainetés. Je suis d'accord avec M. Dupont-Aignan, le seul problème que nous ayons en France aujourd'hui, c'est de retrouver nos souverainetés. Et il est le seul à le dire. Et quand on aura retrouvé nos souverainetés, je me mettrai sur la gueule avec lui, avec énormément d'intérêt. Mais j'en ai rien à foutre, l'économie, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la loi, le droit et notre souveraineté. L'économie, je m'en fous. Je crois que c'est le mot de la fin. Je vous remercie à tous, à Charles Gave, Emmanuel Gave, à Frédéric Pichon d'être venus ce soir. Je vous propose de nous réunir autour d'un pot de l'amitié dans la pièce qui est à côté. Vous aurez des corbeilles qui vont vous être proposées pour participer, pour ceux qui le peuvent, à cette soirée, puisque nous avons eu des frais. Merci de votre générosité. Et je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, que nous chantions la Marseillaise.